Une petite histoire de guerre, chapitre 17. J'ai découvert un trésor caché. C'était dans la salle de bain à laquelle j'avais mis le feu, au premier étage de la maison du père d'Arturo. Mr. Fink avait fait poser un miroir neuf et repeindre le mur là où il restait des traces de brûlé. Dans l'armoire à pharmacie, derrière la glace, il y avait une petite boîte de pansements adhésifs. Mais en fait, elle était bourrée de billets de 5$. Ce devait être une réserve en cas d'urgence si les banques se trouvaient à court ou si les Allemands arrivaient dans la 76e rue. J'ai pris un des billets. Après avoir donné ma leçon à Arturo, je suis allée dans le parc. Les clochards m'ont immédiatement repéré. J'ai donné à l'amiral tout l'argent que j'avais. « Maintenant, tu es mon fils bien-aimé, m'a-t-il dit. »« Non, je ne suis pas votre fils. »« Ah, c'était simplement une figure de style, hein, Mr. Dalton, » dit l'amiral. « Tant mieux, ai-je dit, et je me suis enfui loin des clochards et de leurs démons. Harvey Winters White. Je n'ai pas mangé la purée de pommes de terre de maman. J'avais pas faim. Et je n'arrivais pas à dormir. Je m'étais mis au lit comme le petit voleur que j'étais, diplômé de l'école de l'amiral. Et d'un coup, j'ai compris à qui appartenait la voix qui m'avait dit de mettre le feu dans le lavabo. À Harvey Winters White. Je portais en moi la voix du diable avant même d'avoir rencontré l'amiral. C'est la vie. Le diable vient et puis s'en va. Et maintenant le traître, c'était moi. Je prenais l'argent de Mr. Fink pour les leçons que je donnais à Arturo. J'acceptais qu'il paye ma bourse à l'école et je volais dans sa boîte à pansements pour que le diable soit content. J'étais de plus en plus malheureux, parce que j'avais découvert pourquoi ces billets de 5$ se trouvaient là. Mrs. Fink traversait une crise. Elle avait un frère à Paris qui se cachait des nazis. Elle ne pouvait pas lui écrire, ni lui téléphoner, parce que la ligne était coupée entre Paris et New York. C'est ce qui se passe quand deux pays sont en guerre. Si Hitler voulait appeler la Maison Blanche, il faudrait qu'il passe par la Suisse. Mais Mr. et Mrs. Roosevelt ne prendraient jamais son appel. Tous les amis d'enfance de Mrs. Fink se trouvaient encore à Paris. Elle était avec eux au collège, l'équivalent des classes secondaires de mon école, et au lycée, l'équivalent des classes supérieures. Son lycée était dans ce qu'on appelle le quartier latin. Je crois qu'il est rempli de latin. Rue Saint-André-des-Arts. Les nazis s'en sont emparés et l'ont transformé en petite prison pour jeunes. Et Mrs. Fink a des cauchemars à cause de ça. Elle imagine tous ses copains et son frère, Hugues, enfermés là-bas sans beaucoup de nourriture ou de vêtements. Les pièces sont pleines de neige. Les murs sont gelés. Les toilettes fuient et parfois, quand Mrs. Fink émerge de ses rêves, elle erre dans sa belle maison en se torturant à l'idée que celle-ci va devenir comme son lycée. C'est pourquoi elle cache des boîtes pleines de billets de 5$ dans toutes les pièces. L'argent la calme. Elle se sent à l'abri du besoin. Il y a pourtant un nazi dans la maison. Moi. Mais Mrs. Fink ne le sait pas. C'était difficile pour moi de la regarder en face, parce que je comprenais ses angoisses. Arturo m'avait tout raconté. C'est pour cela qu'elle va en fin de journée au jardin de la Victoire. Jardiner la détend. Et elle ne pense plus à son vieux lycée. Mais moi, j'y pense très souvent. Je me demande s'il y a là-bas un autre Harvey Winters White. Je continuais à donner des leçons à Arturo, à effacer le tableau noir. J'ai écrit une rédaction sur une petite fille dans les rues de Paris pleines de nazis. Elle s'appelait Pénélope. Elle avait 9 ans. Elle faisait pousser des pommes de terre dans un jardin secret. Elle devait nourrir ses frères, ses sœurs, ses cousins qui avaient perdu leurs parents à la guerre. Pénélope avait son orphelinat à elle. Elle était en même temps le père, la mère, la sœur, le frère et l'ami de toute une couvée d'enfants. Quand il s'est mis à faire très froid, elle est allée dans un hôtel appelé Uranus, où habitaient les nazis, et elle a prétendu être la fille d'une chambre
la fille d'une des femmes de chambre. Elle volait un oreiller par jour, et elle installait les enfants dans les tais pour qu'ils dorment. Mais les nazis l'ont prise sur le fait et expédiée à la prison Saint-André-des-Arts où elle est morte de faim. J'ai lu cette histoire en classe comme une petite chanson triste. Harriet Godwin s'est mise à renifler. « Ça vous brise le cœur » a dit Barnaby Rosenstock. Mr. Franklin s'est essuyé les yeux avec son mouchoir, a renvoyé tous les élèves chez eux et m'a emmené dans le bureau de la directrice où j'ai chanté mes phrases une nouvelle fois. Mrs. Carroll a pleuré. Pleuré. « Oh, Jack !» a-t-elle dit en me serrant très fort contre elle. « Je suis contente d'avoir écouté mon intuition et de ne pas t'avoir laissé partir. Tu as écrit un chef-d'œuvre !» J'ai gagné le grand prix de littérature de l'école qui n'est décerné qu'en de très rares occasions. C'est Mr. Fink qui en offre le montant. Il est arrivé dans l'après-midi. J'ai récité l'histoire de Pénélope pour la 3e fois. Mais je ne me sentais pas très à l'aise. Mr. Fink devait bien se douter que c'était sa femme qui m'avait servi de modèle pour Pénélope. Il n'a pas pleuré, comme Mr. Franklin ou Mrs. Carroll. Il m'a tendu $50, un billet de $5, tout chiffonné. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dû lutter pour ne pas me mettre à frissonner. Il savait, je le sentais, que c'était moi qui avais volé dans la boîte au pansement. Il ne m'a pas fait honte devant Mrs. Carroll. Il n'a pas dit un mot.